Hello everybody. This is Pascal from Neutrality Studies. Bonjour à tous, c'est Pascal de Neutrality Studies, et aujourd'hui j'ai la meilleure nouvelle du monde. Vous savez comment je vous ai dit il y a quelques jours que Glenn Deason avait été banni de YouTube. Il est de retour. Glenn Deason est de retour. Et il n'est pas seulement de retour ici. Il est de retour sur YouTube. YouTube a rétabli sa chaîne. Et je suppose que je n'ai pas besoin de le présenter, n'est-ce pas? Glenn Deason est professeur à l'Université du Sud-Est de la Norvège, un collègue académique, quelqu'un que j'ai rencontré en 2019 lorsque nous étions ensemble à une conférence à Washington, et quelqu'un dont l'analyse sur la Russie, l'Ukraine et l'environnement des relations internationales européennes est extrêmement importante. Et tous ses livres, il en a 9 ou 10 ou 11, sont tous importants dans ce domaine. Alors Glenn, je suis tellement heureux que tu annonces ton retour sur YouTube, ici sur Neutrality Studies. Yeah, thank you. Yeah, we were supposed to have a different topic, but then I got this Oui, merci. email. Nous étions censés avoir un sujet différent, mais j'ai reçu cet email ce matin, il y a 1 heure, concernant l'annulation de la décision, ce qui est intéressant. Cela a également été une surprise, car vous n'avez qu'une seule chance sur YouTube de faire un appel. Et j'ai fait cet appel, et j'ai reçu une réponse automatisée indiquant qu'il l'avait rejeté. Donc l'interdiction était censée être permanente. L'annulation de cela est un développement très positif pour moi, évidemment, car ces plateformes numériques sont des outils très importants pour les universitaires, notamment pour communiquer avec d'autres universitaires comme vous, mais aussi pour communiquer la recherche, la discussion académique et les résultats à un public plus large. Cela est également censé communiquer davantage les résultats à la société dans son ensemble. Supprimer cette place publique numérique, si vous voulez, est assez dramatique. Donc je suis assez heureux que cela ait été annulé. It's quite dramatic, so I'm quite happy that It's this was very- reversed. Absolutely, and you just told me before we started the show. Absolument. I thought we will talk Et vous m'avez dit juste avant que nous commencions l'émission parce que je pensais que nous parlerions de ce qui vous est arrivé et de ce qui s'est passé avec cette interdiction, vous savez, afin d'alerter tout le monde sur ce qui se passe. Mais maintenant, il s'avère qu'ils vous ont réintégré, ils vous ont remis en ligne. Et vous savez, c'est très dystopique tout le monde. La façon dont YouTube communique avec nous se fait entièrement par des emails automatisés. Et puis vous avez peut-être un petit bouton bleu pour faire appel de certaines décisions ou autres. Mais c'est toute une machine. Et on vous fait comprendre que c'est une machine. Et c'est enveloppé dans ce langage joli. C'est comme nous voulons être une plateforme responsable et nous vous gardons en sécurité et la santé de l'environnement. Pouvez-vous peut-être commencer par expliquer comment cette interdiction vous est arrivée? Quelle a été votre expérience? Et ensuite, nous pourrons aborder comment cela a été annulé. of it first, and then we go into how it was reversed. Well, Eh bien, j'ai en fait reçu des appels d'autres personnes aussi parce que, au cours des dernières semaines, j'avais été prévenu qu'ils commençaient à bannir de nombreux comptes. Donc j'ai entendu, je connais plusieurs YouTubers qui ont été supprimés, et donc je savais en quelque sorte que ça allait arriver. Je transférais déjà du matériel sur d'autres plateformes. Mais la façon dont ils ont procédé était simplement, j'ai reçu un email sur mon compte disant « Nous avons une combinaison de notre automatisation par intelligence artificielle et des personnes ont détecté un discours de haine. » Et bien sûr, c'est un email générique qu'ils envoient à tous ceux qu'ils bannissent. Et donc, ils ont supprimé mon compte. Je n'avais reçu aucun avertissement. Il n'y avait aucune référence à ce qu'était le discours de haine ou à qui j'étais censé haïr parce que je ne savais pas que je haïssais quelqu'un. Et oui, bien sûr, aucune preuve. Alors vous vous asseyez là en vous demandant, eh bien, quel discours de haine? Et ils vous ont supprimé. Donc vous êtes parti. Et ensuite, vous ne pouvez pas vraiment faire grand-chose. Il y a un bouton sur lequel vous pouvez appuyer pour faire appel. Et j'ai juste écrit, vous savez, c'est certainement une erreur. Je suis un universitaire. Il ne peut y avoir rien de haineux.
Je douterais même qu'il y ait quoi que ce soit d'offensant ou de désobligeant que j'ai dit à propos de n'importe quel groupe. Je veux dire, je ne suis pas sûr encore une fois de quel groupe il s'agirait que je détesterais. Donc c'est très étrange. Mais de toute façon, quand j'ai soumis cela, vous savez, quelques heures plus tard, vous recevez une autre réponse automatisée qui est « Oui, nous avons examiné » et vous êtes toujours banni. Donc c'est permanent. C'est donc un peu dystopique, exactement comme je l'ai dit, parce que tout est automatisé. Vous n'avez pas vraiment la possibilité de présenter votre cas. Vous ne pouvez pas parler à un être humain. Je veux dire, on a l'impression qu'il y a un bouton pour faire appel. C'est un peu comme, vous savez, vous pouvez descendre dans votre propre sous-sol et crier. Vous avez ce droit, mais ça ne sert à rien. Donc c'est regrettable. Et l'interdiction était permanente, vous ont-ils dit? Et maintenant, ils vous ont réintégré il y a 1 heure. Que s'est-il passé? Je ne sais pas. Il y a des différences. Eh bien, pour moi, je ne suis pas tout à fait sûr. J'ai contacté le département des médias de Google parce que j'écris en fait un livre. Donc, je suis déjà en contact là-bas. J'écris un livre sur la censure technologique en fait, et le contrôle du récit. J'ai déjà écrit des livres sur ce sujet, tous abordant ce thème. J'ai écrit des livres comme La grande politique de puissance et La 4e révolution industrielle. J'ai examiné la russophobie et la propagation nature. J'ai étudié le smog think tank. C'est un idée des rebels sur Omegas Tavak actuellement. This is one of the books I'm currently working on, and so I've asked for an interview to discuss. J'ai donc demandé un entretien pour discuter, mais j'ai aussi évoqué mon cas, étant donné que c'est un entretien que j'essaye d'obtenir avec eux, car il y a maintenant beaucoup de preuves des États-Unis dans lesquelles le comité judiciaire de la Chambre des représentants des États-Unis a effectivement rapporté des preuves que la Maison-Blanche contraint les grandes entreprises technologiques à faire cela. Et puis des personnes comme Mark Zuckerberg le confirment. Il y a donc déjà beaucoup de preuves. Je voulais poursuivre un entretien simplement basé sur les faits existants. Je ne suis donc pas sûr que cela ait aidé. Sinon, oui, hier j'ai eu un entretien où j'ai été interviewé hier par le professeur Jeffrey Sachs. Il a un club de lecture numérique. Professor Jeffrey Sachs, he has a digital book club, so he was interviewing me about my last book. Il m'interviewait à propos de mon dernier livre, qui est mon 11e, soit dit en passant, sur la guerre en Ukraine et l'ordre mondial eurasien. Nous discutions de ce livre pendant environ 1 heure, et vers la fin de l'interview, il a évoqué la censure sur YouTube. Je l'ai déjà interviewé auparavant, et il regarde notre podcast, donc il sait que je ne propage pas de haine envers aucun groupe. Il a dit pendant l'interview qu'il allait se pencher sur la question et voir ce qu'il pouvait faire. Encore une fois, je ne sais pas pourquoi ils ont fait marche arrière, mais le lendemain, j'étais de retour sur YouTube. C'est très étrange, et tout cela semble très arbitraire. Il n'y a pas, si vous êtes dans une institution, vous avez des gens autour de vous, vous pouvez parler. J'ai l'habitude de recevoir des critiques d'une ONG en Norvège, financée par le département d'État américain et le National Endowment for Democracy, qui a tendance à faire ce genre de choses, enfin, qui a été créé par Reagan explicitement pour manipuler la société civile dans d'autres pays. J'ai l'habitude de recevoir des plaintes, mais ensuite, si je reçois des plaintes, je peux présenter mon cas à de véritables êtres humains. Je peux expliquer c'est pourquoi ce qu'ils disent est absurde. Et je peux avoir pas mon jour au tribunal, mais je peux me faire entendre, donc je peux me défendre. Mais sur ces plateformes automatisées, c'est très arbitraire. C'est, comme vous l'avez dit, Et vous savez, d'autres plateformes parviennent à le faire aussi. Sur Rumble, j'ai déjà eu 2 ou 3 fois des personnes avec qui je pouvais parler et échanger. Je veux dire, Rumble est beaucoup plus petit et a beaucoup moins d'argent.
et ils parviennent à avoir des interactions humaines avec les créateurs. YouTube se contente de vivre en ne faisant pas cela et en vous bloquant. Et une chose de plus, vous savez, YouTube a un processus en fait, n'est-ce pas? Pour alerter les créateurs qu'il y a un problème avec leur contenu. Et c'est le système de strikes. Premier, deuxième, troisième strike. C'est ce que nous pensions tous. Ce sont les règles auxquelles nous sommes soumis. Si nous produisons quelque chose qui enfreint les règles et règlements de YouTube, la vidéo reçoit un avertissement. Ensuite, vous êtes alerté que, au fait, ne faites pas ça. Puis vous recevez un deuxième avertissement et vous ne pouvez plus publier. Et lorsque vous recevez le troisième avertissement, c'est là que la chaîne est supprimée. Nous pensions tous que c'était le cas. Et maintenant, il s'avère que, oh non, ils ont une méthode distincte où ils suppriment simplement Africa Stream sans aucun avertissement ou quoi que ce soit. Ils suppriment simplement DD Geopolitics. Vous supprimez vous et Miss Blevis. Pouvez-vous expliquer? J'ai également reçu l'email de Rachel Blevins. Vous savez, elle est, oui, charmante, vous savez, douce. Il n'y a pas, vous savez, pas de haine venant d'elle, mais elle m'a envoyé un email parce qu'elle a été bannie à quelques heures de chez moi. Donc il semble y avoir des efforts, mais j'ai aussi, oui, reçu un email oui. Et une autre connaissance, le colonel Lawrence Wilkerson, il était chef de cabinet sous Colin Powell dans l'administration Bush. Et il a également souligné qu'ils ont supprimé le compte du juge Napolitano, mais ils ont dû le rétablir parce que, vous savez, pour l'amour de Dieu, c'est un juge. Donc il a apparemment menacé de poursuivre en justice. Je ne suis pas sûr de ce qui s'est exactement passé, mais il a apparemment été suspendu pendant 1 semaine. Et puis il est revenu. Du moins, c'est ce qu'on me dit. Je pensais qu'il avait un avertissement. Et ensuite, il vous retire la capacité de télécharger pendant cette semaine, je crois. Ouais, je ne suis pas sûr, c'est de la part du colonel Wilkerson que j'ai entendu ça. Mais bon, pour revenir à votre question, pourquoi je n'ai pas eu d'avertissement? Pourquoi ils l'ont juste supprimé immédiatement? C'était dans l'email. C'était pas juste un discours de haine. Ils ont dit discours de haine sévère et répété. Donc parce que c'était apparemment si profond, ils ont dû supprimer tout le compte d'un coup, sans aucun avertissement. Mais c'est passé de discours de haine sévère et répété à « Oh ouais, y a rien là ». Mais encore une fois, j'aimerais penser qu'il n'y a pas de purge et que c'est un accident. Mais si c'était une erreur, ça soulève aussi la question, quelles sont les faiblesses de toute cette automatisation? Je sais que l'automatisation en est à ses débuts. Vous savez, des phases jeunes et précoces, vous pouvez toujours dire que des erreurs sont commises. D'un autre côté, it's a mall cherry like Hamber Tep 23 for terracimal. Donc soit ils ont changé l'algorithme et il est devenu incontrôlable, soit il y a des sélections. Parce que, bien sûr, si vous applaudissez le bombardement des Palestiniens ou célébrez la mort de Russes, je n'ai jamais entendu parler de la suppression de ces comptes. Donc si la haine va dans un sens, ça semble acceptable. Mais si vous critiquez sans haine dans l'autre sens, vous pourriez être annulé. Donc il semble que même si ce ne sont que des algorithmes, ces algorithmes poussent néanmoins dans une direction très spécifique. Parce que ceux qui s'opposent à la guerre sont tous supprimés. Tous ceux qui ont encouragé la guerre au Moyen-Orient, bombardé l'Iran, bombardé la Russie, ne vont nulle part. Ils semblent très en sécurité là où ils sont. J'appartiens aussi aux personnes qui mettent en garde contre le fait de tirer trop de connexions, là où il y a probablement une explication plus simple. Je veux dire, un collègue sur YouTube m'a dit « Oh mon Dieu, mes vidéos obtiennent beaucoup de vues au début, puis elles stagnent. C'est un signe clair de shadow banning. » Et je lui ai dit « Non,
C'est juste ce que font les vidéos, parce que nous sommes dans le domaine de l'actualité. Elles sont très populaires, puis elles stagnent. C'est juste normal. Il n'y a pas de shadow banning là. Mais avec toi, et avec ce cas aussi avec les 2 dernières semaines, c'est trop demandé que nous ayons d'abord Anthony Blinken, qui cible en fait certains médias, Africa Stream en particulier, comme désinformation russe, et ensuite cela est supprimé, et puis d'autres chaînes dans le domaine de la géopolitique qui ont été critiques sont supprimées, y compris la tienne, y compris Rachel Blevins. Cela semble trop concentré pour être une simple erreur. C'est presque comme si quelqu'un avait créé une liste de ceux que nous n'aimons pas et de ceux que nous ne voulons plus entendre. Et en même temps, nous avons ce nouveau slogan qui apparaît. Je ne suis pas sûr si c'était Kamala Harris qui l'a utilisé, mais je l'ai entendu 1 ou 2 fois. La liberté d'expression n'est pas la liberté de diffusion. Je me dis, ils font ça. Et je ne sais pas exactement qui l'implémente. Mais le problème avec YouTube, et nous en faisons l'expérience, c'est que nous ne connaissons pas les règles. Nous avons ce stupide gros livre de règles appelé termes et conditions, qui, quand quelque chose se passe, nous est jeté à la figure et on nous dit de nous débrouiller. Vous devez comprendre où vous vous êtes trompé. Ils ne nous disent jamais quel était le problème avec nos vidéos. Aussi, avec d'autres problèmes, pas seulement le discours de haine. Oui. Eh bien, c'est le problème avec cette nouvelle tendance où ils disent que ce n'est pas un droit à la liberté d'expression, mais une responsabilité. Et si vous ne le faites pas correctement, ils pourraient vous l'enlever. Donc c'est une période très étrange, mais désolé. Non. Cela nous touche très personnellement, parce qu'avoir une chaîne et pouvoir communiquer, avoir des interviews et avoir aussi compris comment nous faisons cela avec notre vie quotidienne devient une partie de notre façon de communiquer. Et c'est aussi surprenant pour moi de voir à quel point cela me fait peur, de penser que vraiment, toute cette chaîne, tout ce que nous faisons, n'est qu'une case à cocher dans une feuille de calcul Excel de quelqu'un. C'est un peu triste, n'est-ce pas? Oui, oh oui. Mais ce que je voulais dire avant aussi, c'est que tu avais raison, car en tant qu'universitaire, nous devrions éviter ce genre de spéculation, comme suis-je banni de l'ombre s'il n'y a pas de preuves pour cela. À moins qu'il y ait des preuves, il faut être prudent. Mais cela rend les choses très difficiles, car la nature même de ces systèmes automatisés est qu'il n'y a pas de transparence. Vous ne savez pas ce qui se passe, qui est banni ou pourquoi ils sont bannis. Donc d'une part, il n'y a pas de preuves, et nous ne devrions pas vraiment trop spéculer, mais vous pouvez aussi tirer des preuves soit directement de ce qui se passe maintenant, soit des orientations que les entreprises technologiques reçoivent. Et nous voyons qu'elles reçoivent des orientations. Comme nous l'avons appris de Mark Zuckerberg, il a dit qu'il avait été pressé par le gouvernement américain de censurer non seulement le contenu lié au Covid, qui était une information correcte. Il a dit que des choses qui étaient de la satire et de l'humour ont également été soumises à des pressions pour être censurées. Et il a dit qu'il regrettait d'avoir cédé à cette pression. Il a également admis qu'il s'était engagé dans ce qui était effectivement une ingérence électorale lorsque Facebook et Twitter ont interdit l'histoire de l'ordinateur portable de Hunter Biden, comme nous nous en souvenons. Elle est sortie. Et à l'époque, certains responsables du renseignement de l'ère Russiagate disaient « Eh bien, c'est probablement de la désinformation russe. » Et ils l'ont prise et l'ont interdite. Donc, le New York Post, je pense le plus ancien journal des États-Unis, a été retiré de Twitter. Il était impossible de partager l'histoire, un blocage complet de l'information, une censure intense.
Et aussi, les médias traditionnels d'ailleurs ne voulaient pas la publier simplement parce qu'ils disaient que c'était faux, de la désinformation russe. Et puis plus tard, il s'avère que non, ce n'était pas de la désinformation. Tout ce qui était dans l'ordinateur portable était correct, c'était réel, et les Russes n'avaient absolument rien à voir avec ça. Mais c'était un an plus tard, quand l'élection était déjà terminée. Donc nous savons déjà qu'il y a beaucoup de preuves que les plateformes numériques sont utilisées comme des instruments de pouvoir. Mais nous savons aussi par conséquent que le gouvernement des États-Unis pousse dans ce sens. Encore une fois, comme je l'ai mentionné auparavant avec ces rapports de la Chambre des représentants, ils ont déjà fait les recherches, ils ont les preuves. Et cela peut également être vu dans le contexte plus large de la manière dont les États-Unis tentent maintenant de dominer l'espace de l'information de manière plus coercitive qu'ils ne l'ont fait par le passé. Comme je l'ai mentionné dans un article récent sur Substack, ils ont détourné le domaine des médias iraniens. Ils ont carrément interdit les médias russes et poussent d'autres pays à faire de même. Ils financent des milliards de dollars pour également diffamer la Chine dans les médias internationaux. Des milliards, officiellement. C'est de l'argent officiel du Congrès pour discréditer la Chine. Oui. Oui, non, ce n'est pas. Encore une fois, c'est pourquoi je dis que ce n'est pas de la spéculation. C'est au grand jour. Ce sont des preuves que nous avons. Et aussi, comme vous l'avez dit, ils ont interdit le flux Afrique. Tout ce qu'ils ont à dire, c'est « Ah, ils répètent la propagande russe. » Boum, ils sont exclus. Vous voyez une censure sous pression sur Al Jazeera, ouvertement par Blinken, parce qu'ils ont une vision trop sévère sur Israël. Et TikTok, ils sont maintenant sous pression pour être vendus ou interdits. Et nous voyons également dans le monde entier que les pays sont sous une pression accrue pour se conformer au régime de censure des États-Unis. Ainsi, l'Inde, par exemple, dans ses médias, souligne qu'elle a pu résister à cette pression et rester fidèle à ses principes. Mais les petits pays, en particulier ceux qui sont alliés aux États-Unis et qui en dépendent beaucoup, soit économiquement, soit pour la sécurité, vont bien sûr se plier de plus en plus à Washington. Mais comme vous l'avez dit en ouvrant cette discussion, chaque fois que vous faites des mouvements autoritaires poussés vers la censure et les annulations, et ces interdictions, c'est toujours fait au nom de la compassion. Nous nous soucions tellement. Nous voulons vous protéger des discours de haine. Nous voulons vous protéger de la propagande. Et c'est pourquoi nous nous engageons maintenant dans ce mouvement de censure grossière. Mais c'est ce qui rend la situation encore pire, car cela devient accepté par le grand public comme étant pour notre bien. Et vous savez, nous pouvons aussi regarder d'autres choses qui sont déclarées ouvertement par ces plateformes, n'est-ce pas? Sur YouTube, nous n'avons pas le droit de montrer des vidéos de la manière dont les Palestiniens sont éradiqués, comme brûlés vifs, meurent, et comment ils se vident de leur sang. Nous ne pouvons pas montrer cela, même si nous avions les médias d'autres sources, car ces vidéos seront immédiatement bannies, parce que c'est pas sûr. Ce n'est pas bon. C'est émotionnellement perturbant. Les plateformes nous disent que les choses qui tournent si mal, les plus horribles des choses horribles, ne sont même pas autorisées. Elles sont trop réelles, trop graphiques pour les grandes plateformes de médias sociaux, donc elles disparaissent. C'est comme si ces plateformes médiatiques essayaient de créer une version aseptisée de la réalité. C'est un énorme problème, car si plus de gens comprenaient à quel point la mort à Gaza est incroyablement horrible, nous aurions beaucoup plus de gens dans les rues. Oui, mais c'est oui. Donc, comme je l'ai dit auparavant, certaines choses sont accidentelles dans les algorithmes et d'autres sont intentionnelles. Par exemple, la soi-disant fille au napalm, Fanti Kim Phuc,
Vous savez, quand elle avait, je pense, 9 ou 10 ans, elle fuyait. C'était au Vietnam, loin des Américains, avec du napalm dans son village. Donc elle courait nue. Cette photo très emblématique qui a également contribué à changer la perception de la guerre du Vietnam. Cela a été retiré, une page a été supprimée ou censurée sur Facebook ou quelque chose comme ça parce que cela relevait de la pornographie infantile, parce que la fille était nue, brûlée, sa peau brûlant à cause du napalm. Donc je doute vraiment que cela ait été intentionnel. Je pense donc qu'il y a des algorithmes qui se trompent. Mais je pense évidemment aussi qu'il y a une intention derrière cela. Car s'il y a une image horrible de crimes de guerre commis par un pays que l'on nous dit de détester, que ce soit les Russes, les Chinois ou les Iraniens, eh bien, les Chinois ne font pas beaucoup de guerre maintenant, ni au cours des 40 dernières années, mais disons qu'il y a des crimes de guerre commis par la Russie. Plus c'est horrible, plus cela va influencer le public. Je ne peux pas imaginer que quelqu'un supprime du contenu montrant des crimes de guerre commis par les Russes. Mais quand c'est dans l'autre sens, avec des crimes de guerre que nous pourrions commettre, ou nos alliés, alors soudainement, nous sommes très prudents quant aux sensibilités des gens. Je ne peux m'empêcher de penser qu'il y a des preuves accablantes, qu'il y a évidemment une corrélation, au moins, entre ce qu'on nous dit de détester et d'aimer, et ce qui est censuré, sans entrer dans la spéculation, bien sûr. Without going into speculation, of course. No, and that's a real danger, you know, and I caution everybody Non, et c'est un vrai danger, vous savez. Et je mets en garde tout le monde avant de relier des points où il n'y a pas de connexion, de donner le bénéfice du doute, car tout n'est pas forcément un plan ou exécuté de mauvaise foi. Mais il y a des choses qui sont exécutées de mauvaise foi. Et la question pour nous est bien sûr où les mécanismes sociétaux entrent en jeu. Vous savez où c'est comme, disons, une tendance surprotectrice de ces institutions à se maintenir aussi rentable que possible commence alors à créer de la censure, et où l'ingérence extérieure, l'ingérence politique, intervient. Et nous savons, grâce aux fichiers Twitter, nous savons, grâce à Elon Musk, que des acteurs politiques ont essayé très ouvertement d'influencer ces communautés. Qu'était-ce? Ce n'est pas appelé censure, Béraud. C'est appelé la modération de contenu. Modération de contenu, merci. La modération de contenu est le terme orwellien pour la censure, mais pour influencer la modération de contenu. Et vous savez, vous comprenez d'où cela vient. Je veux dire, ces plateformes pourraient en fait être utilisées pour du spam massif, n'est-ce pas? Chaque commentaire que vous lisez est juste le prince ghanéen qui veut vous envoyer de l'argent. Mais vous devez d'abord envoyer $500, n'est-ce pas? Les spammers et les intentions malveillantes sont également présents chez d'autres acteurs. Donc vous avez besoin d'un certain degré de ménage. Mais de l'autre côté, les gens qui veulent influencer le récit mondial essaieront aussi de s'y infiltrer. Et nous devons, c'est un travail très difficile de démêler cela, n'est-ce pas? Oui, et c'est aussi, vous pouvez le voir à travers le prisme des technologies. Il y a un livre intéressant intitulé The Tower and the Square par, j'ai oublié son nom. Mais en tout cas, beaucoup du thème porte sur la façon dont les technologies de communication influencent la société. Par exemple, dans le passé, quand il y avait peu d'alphabétisation et pas de presse à imprimer, qui pouvait lire la Bible? Seulement quelques-uns. Donc l'Église a en quelque sorte monopolisé l'information. Vous avez alors l'Église catholique. Le pouvoir corrompt. Et vous voyez alors qu'il commence à, vous savez, demander, vous savez, donnez-nous de l'argent et vous passerez par le purgatoire et vous savez, nous vous enverrons au paradis. Et vous savez, alors ils commencent à prétendre être des ambassadeurs de Dieu
vous savez, pour soutirer de l'argent aux croyants. Et puis bien sûr, il y a une trop grande concentration de pouvoir. Mais ensuite, vous avez l'imprimerie. Maintenant, tout le monde peut avoir sa propre Bible. Ils peuvent avoir une relation personnelle avec Dieu. Ils peuvent lire eux-mêmes. Et puis soudainement, vous voyez l'information se répandre. Et alors, vous avez la réforme. Vous avez maintenant une interprétation différente du christianisme. Alors nous avons des guerres massives. L'Europe est massacrée. Donc nous n'avons plus la même information. Alors c'est trop répandu. Donc soit c'est trop centralisé, ce qui devient très autoritaire, soit c'est trop répandu et vous perdez le contrôle du récit. Mais nous ne lisons plus, par exemple, le même journal. Donc mon point est que, au début des années 90, quand nous parlions d'Internet, je me souviens que lorsque nous étions à l'école, c'était comme une grande expérience Kumbaya. Donc maintenant, il n'y aura plus de gouvernement autoritaire parce qu'on ne peut pas contrôler l'information. N'importe qui peut dire ce qu'il veut en ligne. Et puis soudain, les gens ont commencé à s'inquiéter, eh bien, que se passe-t-il si les gardiens disparaissent? Mais c'est pas toujours une mauvaise chose. Mais ensuite, ils ont commencé à parler de fausses nouvelles et autres. Donc maintenant, ils ont un peu atteint un point où ils argumentent « Non, non, nous devons concentrer un peu le pouvoir centralisé. » Maintenant, vous voyez des gouvernements essayer d'affirmer leur contrôle sur la sphère numérique. Et les États-Unis, je pense, dominent dans cet aspect. Nous devrions apprendre à travers Snowden et d'autres qu'ils utilisent tous ces outils numériques au lieu de fournir la liberté pour avoir un système autoritaire de masse. Et donc c'est assez préoccupant. Dans l'un de mes propres livres, je discute également de cela à travers le prisme des technologies réellement disponibles, parce que vous voulez trouver un moyen de ne pas trop centraliser le pouvoir de communication. Mais il est également important que nous lisions tous les mêmes journaux, ou pas les mêmes, mais au moins que nous parlions et ne vivions pas dans des mondes complètement opposés. Oui, donc il y a un intérêt sociétal à avoir réellement une certaine forme d'accord sur ce qui se passe, n'est-ce pas? Avoir un dénominateur commun, il y a un intérêt sociétal là-dedans. Il y a aussi un intérêt sociétal à avoir des mécanismes pour s'assurer que l'information à laquelle nous avons accès est exacte. Et nous voyons différents secteurs de la société essayer de faire cela de différentes manières. Les journaux ont des rédactions et des éditeurs, etc. Un article de presse n'est pas seulement le travail d'une seule personne. Il passe par plusieurs personnes. Ils se lisent mutuellement. Ils font des corrections. Ils ajoutent des éléments dans l'espoir que ce qui en ressort soit meilleur que ce qu'une seule personne peut produire. Nous, les universitaires, avons un processus similaire avec l'évaluation par les pairs, n'est-ce pas? Parce qu'une fois que vous obtenez votre doctorat, il est en quelque sorte compris que tout le monde est égal. Alors, que faites-vous pour vous améliorer? Vous lui donnez tout cela à lire, vous obtenez des retours, puis vous apportez des modifications. Ce qui en ressort devrait être meilleur que ce qui est entré dans le processus. L'idée ici est de créer de la qualité et d'éliminer les biais là où ils ne sont pas nécessaires. Certains biais sont toujours une bonne chose, car ils représentent un biais de perspective. Mais le problème, bien sûr, est que ces mécanismes peuvent être abusés et sont abusés. Et nous avons ces deux-là, il me semble, maintenant, dans la sphère numérique. Les réseaux sociaux sont soumis à une censure d'un autre type, plus directe dans une certaine mesure, tandis que les médias publiés sont soumis à une censure plus sociologique. La version à la Noam Chomsky de l'autosélection des personnes qui commencent ensuite à se répéter et crée ainsi une vision du monde et un récit sociétal unifié. Où voyez-vous cela aller? Eh bien, c'est le problème. Comment trouver un équilibre?
Parce que je ne sais pas si vous avez vu récemment, John Kerry a prononcé un discours. Et c'est assez troublant car il a essentiellement fait référence au premier amendement aux États-Unis, la liberté d'expression. Et pourquoi c'était un gros problème? En fait, le premier amendement était l'ennemi parce que cela permet aux gens de dire ce qu'ils veulent sur Internet. Et nous devons arrêter les discours erronés. C'est très sombre quand vous l'écoutez. C'est une chose très effrayante à dire. Il qualifie littéralement le premier amendement d'obstacle ou simplement de blocage sur le semage de l'information. Cela rend la gouvernance difficile, dit-il. Et vous savez, à un certain niveau, je peux comprendre si nous ne vivons plus dans la même réalité, parce que nous lisons tout différemment. Alors, bien sûr, je peux voir pourquoi il y a une part de vérité à la base de cela. Mais le problème est, dans notre société, comment décidez-vous ce qui est vrai? C'est par le débat ouvert. C'est pourquoi je suis si critique quand les gens parlent de propagande. Ils utilisent ce mot pour fermer le débat. Mais la façon de surmonter la propagande est d'ouvrir le débat. Ainsi, vous avez une compétition d'idées et vous exposez les mensonges et élevez la vérité. Au lieu de cela, ce qu'il suggère, c'est que nous avons effectivement besoin de ce qu'Orwell a écrit, un ministère de la vérité. Comme qui décide de ce qui est vrai, et nous mettons en place des vérificateurs de faits. Nous avons tous ces moyens par lesquels le gouvernement peut essayer de s'établir comme un ministère de la vérité par l'intermédiaire de tiers pour paraître moins autoritaire. Mais en fin de compte, c'est effectivement le gouvernement qui décide de ce qui est réel ou non. Et cela m'inquiète beaucoup parce que ces dernières années, nous voyons aussi qu'ils mentent de plus en plus. En partie parce que il y a maintenant plus de concurrence dans l'espace de l'information, ce qui le rend plus corrompu. Gardez à l'esprit qu'il y a des gens qui veulent maintenant nous dire ce qui est vrai. Ce sont les mêmes personnes qui ont dit que Trump était un agent russe. Ils continuent de dire que Trump a qualifié les néo-nazis de gens bien, alors que les preuves montrent qu'il ne l'a pas fait. Ensuite, il y a l'ordinateur portable de Biden, la période COVID. Mon Dieu, combien de désinformation a été diffusée par les gouvernements à ce moment-là? Mais ce sont aussi les mêmes personnes qui nous ont donné les armes de destruction massive. Ce sont les mêmes personnes qui nous ont raconté des histoires de bébés sortis des incubateurs pour la première guerre d'Irak. Ce sont les personnes qui nous ont donné l'incident du golfe du Tonkin. C'est une longue histoire de mensonges flagrants et prouvés, pas seulement des contre-vérités, mais des mensonges, parce qu'ils ont été diffusés dans le monde, avec une intention très claire derrière eux pour accomplir quelque chose. Vous avez le dossier Steele. Vous vous souvenez des primes russes sur les soldats américains? Oui. Souvenez-vous de la guerre en Ukraine. Vous aviez le fantôme de Kiev. Tout le monde savait que c'était une histoire inventée, qu'un seul pilote de chasse parmi les Ukrainiens abattait toutes ces dizaines de vols russes. C'était ridicule. Mais ils nous disent aussi que les Russes ont fait exploser le barrage, qu'ils attaquent le Kremlin, qu'ils attaquent la Swissoströver centrale nucléaire. L'histoire de l'ivermectine. Si vous vous souvenez de Joe Rogan, c'est juste mensonge après mensonge après mensonge. Donc ça semble être un moment très étrange pour dire au public, écoutez, il y a beaucoup de désinformation là-dehors, faites-nous confiance. Nous, le gouvernement, qui poussons évidemment notre propre récit de guerre et nos propres histoires, qui ne coïncident pas avec la vérité. Donc, si vous ne pouvez pas contester le gouvernement sur ce qu'il dit, que vous reste-t-il alors? Vous ne pouvez plus avoir de liberté d'expression. Mais maintenant, ils disent effectivement, écoutez, nous sommes une démocratie. Nous croyons à la liberté d'expression. C'est pourquoi si vous ne faites pas confiance au gouvernement, alors vous attaquez la démocratie, essentiellement. C'est un argument très étrange à faire.
argument to make. But it's the same, or it's the same way of thinking. Mais c'est la même façon de penser que le gouvernement allemand envisageant d'interdire ou non l'AfD, d'interdire un parti politique au nom de la préservation de la démocratie. C'est comme si c'était ce point où l'idéologie commence à se mordre la queue, n'est-ce pas? Nous avons ce problème. Aucun système, aucune théorie ne fonctionne généralement de manière complètement cohérente, n'est-ce pas? Il y a toujours des contradictions dans le système, mais il est important de reconnaître les contradictions et de s'assurer que vous trouvez des moyens raisonnables de les gérer. Le problème que nous avons maintenant est que certaines parties de la société en Occident, en Europe et en Amérique du Nord deviennent extrêmement dogmatiques, en fait, et de moins en moins tolérantes envers simplement différentes façons de voir la même chose. Towards just different ways of viewing the same thing. Yeah, and this can be referred Oui, et cela peut être qualifié de tyrannie de la moralité ou de tyrannie des bonnes intentions. C'est-à-dire que chaque fois que vous présentez un problème comme une question morale, de bien contre mal, toute la complexité et la nuance disparaissent. Je me souviens que dans les années 90, nous avions la question de la moralité de l'immigration. Ensuite, vous savez, il y a des arguments pour lesquels les changements démographiques peuvent être positifs, pour revigorer une population, mais cela peut aussi créer des défis. Mais on disait essentiellement, écoutez, soit vous êtes pour et vous êtes bon, soit vous êtes contre et vous êtes mauvais. Donc beaucoup de défis n'ont pas été abordés. Et puis vous avez la même chose avec l'avortement, par exemple. Certaines personnes croient qu'il faut prendre soin de la vie d'un enfant à naître. Mais maintenant, si vous dites que vous détestez effectivement l'avortement, les femmes, de même avec les questions LGBT. Certaines personnes pourraient critiquer le fait que l'on promeut un contenu sexuel possible aux enfants, ou même la stérilisation des enfants. Aux États-Unis, ils sont allés un peu plus loin qu'en Europe, mais il y a beaucoup de critiques. Je ne dis pas qu'un est nécessairement juste et l'autre faux. Bien sûr, j'ai mes propres opinions, mais maintenant, toute critique devient de la haine. Et vous savez, on ne peut critiquer personne parce que c'est de la haine. Donc vous n'êtes autorisé à avoir qu'une seule perspective. Ainsi, nous n'abordons pas les complexités. Au lieu de résoudre les différences, les problèmes s'accumulent. Et je vois la même chose en politique étrangère également. C'est-à-dire avec la Russie maintenant, par exemple, dans la guerre en Ukraine, tout est, vous savez, le bien contre le mal, le juste contre le faux. Toute la nuance disparaît. Donc si vous essayez de dire les bases comme « Écoutez, nous avons évidemment provoqué la Russie. Nous savions que cela arriverait. Nous savions que tirer les Ukrainiens réticents vers l'OTAN déclencherait une guerre, et nous l'avons fait quand même. Donc nous savions que les Russes voulaient principalement restaurer la neutralité, que ce n'était pas initialement un conflit territorial. Mais néanmoins, nous disons ensuite, eh bien, tout cela légitimera la Russie, ou ce qu'elle a fait. Donc cela est maintenant perçu comme un soutien à la guerre. Et juste comme dernier point, hier j'ai vu Ursula von der Leyen. Elle faisait le même point parce que c'était le 7 octobre. Elle disait, écoutez, il y a un an, le 7 octobre, ils ont tué et kidnappé toutes ces personnes pour une seule raison, parce qu'elles sont juives. Et c'est comme, mon Dieu, je veux dire, je pense que toutes les attaques contre la population civile ne peuvent pas être défendues. Bien sûr, ils ont le droit de résister à l'occupation. Mais si vous faites remarquer que l'attaque du Hamas n'était que de la haine des Juifs, je veux dire, on ne peut pas mentionner l'occupation. Bien sûr, l'occupation était l'un des facteurs, je dirais le principal facteur qui a motivé l'attaque du Hamas. Vous devriez pouvoir énoncer ce fait. Mais vous ne pouvez pas, parce que si vous le dites, alors c'est comme si vous justifiez ce qui s'est passé, ou que vous prenez le parti du Hamas contre les personnes qui ont été kidnappées. Je veux dire, c'est absurde. Vous devez pouvoir parler des nuances, des complexités, mais vous ne pouvez pas
parce que tout est bon contre mauvais. Un côté est la haine et la justification, et ils doivent être censurés. Donc c'est un peu la direction que nous prenons. Mais c'est ce que font ces récits de guerre. C'est ce que font ces récits pour justifier leur côté de la violence. C'est comme si vous deviez simplifier une chose évidemment complexe, vieille de 100 ans, et où des dizaines de milliers de personnes meurent déjà dans ce conflit horrible, n'est-ce pas? Et c'est tellement insultant pour l'intellect que des dirigeants élus ou non élus. Je veux dire, cela dépend de la façon dont vous le voyez. Il y a un argument à faire valoir, que je veux dire, évidemment, Ursula von der Leyen est là en conformité avec toutes les règles, etc. Mais personne n'a jamais voté pour son poste. Mais quoi qu'il en soit, ces personnes qui sont là nous alimentent ensuite avec cette version stupide de la réalité. Une version totalement stupide. Et je ne peux pas croire qu'elle soit si stupide. Je refuse de le croire. Parce que je ne l'aime pas. Mais je ne pense pas que quelqu'un puisse avoir suivi autant de scolarité et un processus aussi long, être aussi bon en politique au plus haut niveau, et être assez stupide pour croire à ce récit. Ce qui signifie que c'est déployé avec intention et que c'est répété et qu'il y a une équipe qui entraîne les gens sur la façon d'en parler. C'est pourquoi, chaque fois que c'est une sorte de propagande de guerre sans haine, vous voulez encadrer. This is kind of war propaganda 101. You want to frame the opposition to the war as effectively being qui considérait l'opposition à la guerre comme étant effectivement une trahison. Et c'est pourquoi, si vous critiquez la guerre d'Israël, vous serez qualifié d'antisémite. Mais c'est aussi tellement ignoble parce que cela ignore la réalité, à savoir que beaucoup des principaux groupes aux États-Unis qui luttent ou s'opposent au soutien d'Israël au génocide sont des groupes juifs, des militants juifs et des intellectuels juifs. De plus, lors de l'invasion de l'Irak, qui était très favorisée par Israël et poussée par le lobby israélien, on a vu qu'en Amérique, les Juifs ou les personnes juives étaient plus susceptibles de s'opposer à l'invasion de l'Irak que d'autres. Donc, cette idée que si vous n'êtes pas d'accord avec notre politique, vous détestez les Juifs est destinée uniquement à... C'est de la diffamation. Et c'est encore une fois la même chose avec la guerre en Ukraine maintenant. L'idée que si vous appelez à cela, c'est évidemment provoquer cette expansion de l'OTAN, alors vous prenez le parti de la Russie. Vous soutenez les tueries. Et pour moi, cela me met personnellement hors de moi, parce que pendant plus d'une décennie, même depuis la fin de 2013, je me souviens avoir parlé à mon université à Sydney et avoir souligné que c'est un désastre. Nous allons déclencher une guerre si nous poussons, parce qu'il était évident que nous poussions pour un changement de régime en Ukraine. Cela ne peut que conduire à la guerre. Donc pendant plus d'une décennie, je soutenais que nous ne pouvions pas faire cela non seulement d'un point de vue académique, car c'est le sujet de mes recherches, mais j'ai toujours su depuis 25 ans que j'avais tant d'amis ukrainiens et russes. C'est horrible de les voir s'entretuer par dizaines de milliers. Et pourtant, lorsque vous critiquez la provocation d'une guerre, ils vous retournent la situation en disant « Non, 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 vous soutenez cela. Vous l'appuyez, c'est tellement ignoble. » Mais c'est ce que vous faites toujours dans chaque guerre, comme pour la guerre en Irak. Désolé, juste un dernier point. Qui était là? Applebaum. Quand les Européens se sont opposés à la guerre en Irak, elle a en fait écrit un article avec le titre « Les ennemis de la liberté ». Donc, parce que les Européens n'ont pas soutenu l'invasion de l'Irak, qui a conduit à la mort de centaines de milliers de civils, vous détestiez la liberté. Je veux dire, c'est ce que vous faites. C'est de la propagande de guerre. C'est juste dégoûtant à tous les niveaux. C'est vrai. C'est vrai. Mais d'une certaine manière, ce qui est aussi si insultant,
c'est que ce récit nous oblige à accepter une version stupide de la réalité. Et donc l'acte ultime d'être un dissident est de refuser d'être stupide. Je ne vais pas m'abaisser à ce niveau-là. Je vais travailler sur les complexités et je vais essayer de comprendre ce qui se cache derrière. Et cela m'amène à mon dernier point. Que faisons-nous ensuite, Glenn? Les gens demandent « Que faisons-nous » Je veux dire, nous savons que ces plateformes ne sont pas sûres. Nous savons que nous ne sommes qu'une case à cocher dans une feuille de calcul. Nous avons différentes plateformes, mais je les vérifie simplement. Je veux dire Substack, siège à San Francisco. Patreon, siège à San Francisco. Et, vous savez, le problème est que les Chinois ne sont pas non plus beaucoup mieux en matière de liberté d'expression. J'ai essayé de télécharger mes vidéos sur Bilibili. Elles ont été immédiatement supprimées. Les Russes ne sont pas non plus célèbres pour la liberté d'expression, bien que je n'ai jamais essayé là-bas. Mais le problème est que les grands États, avec une souveraineté numérique, je ne ferai confiance à aucun d'entre eux pour réellement permettre une expression qui n'est pas en leur faveur. Que faisons-nous? Je souhaiterais avoir une bonne réponse à cela. Mais oui, j'ai aussi YouTube et BitChute et tout, mais ils sont assez bons parce que vous pouvez simplement transférer des vidéos automatiquement. Ça les synchronise, donc vous n'avez pas à y mettre du travail. Mais aussi, différents pays censureront différentes choses, donc ça pourrait survivre quelque part, mais ça pourrait ne pas vous aider beaucoup, parce que bien sûr, maintenant ce sont les États-Unis qui exercent une pression massive sur leurs plateformes numériques. On pourrait supposer que les forces du marché puniraient cela en rendant ces plateformes moins attractives. Parce que si vous continuez à censurer, les gens iront ailleurs. Mais il y a toujours un effort pour étouffer, parce que lorsque Twitter et Facebook ont commencé à augmenter la censure, il y a environ 6-7 ans, vous aviez toutes ces personnes qui migraient vers Parler, comme cette plateforme de médias sociaux alternatifs. Mais ensuite, Apple et Google ont suspendu l'application de leur plateforme et Amazon les a expulsés de leur serveur. Ils ont donc simplement éliminé toute la plateforme. Ils l'ont supprimée, disant essentiellement qu'ils peuvent être les seuls. Et cela a été approuvé parce qu'ils suivent les ordres du gouvernement américain. Regardez Elon Musk. C'est un peu triste qu'un oligarque doive venir à la rescousse comme Batman pour sauver la liberté d'expression. Mais ensuite, c'est un oligarque qui veut avoir la liberté d'expression, du moins dans les domaines qui l'intéressent. Et maintenant, il y a encore plus de pression. Vous avez toute cette pression de la part des gens dans les médias qui demandent son arrestation pour avoir pris le contrôle de Twitter. Il l'appelle une plateforme d'extrême droite parce qu'il ne censure pas. Et Elon Musk allait avoir une interview avec Trump. Il a eu une interview avec Donald Trump. Mais avant même que l'interview ait lieu, vous avez le tsar de la censure de l'UMAR, Breton, qui a ensuite envoyé une lettre à Elon Musk lui disant de ne pas publier cette interview. C'était une interview en direct à cause du discours de haine possible. Donc c'était un pré-crime, vous savez, avant même que le contenu nuisible et le discours de haine ne se soient produits. C'est à ce moment-là que cela s'est passé. Et c'était, regardez le reste de... Les gens viennent ensuite aux États-Unis, donc ils vont à l'étranger. Mais les États-Unis, ils étaient prêts à arrêter, si vous vous souvenez, c'était un PDG de Huawei, ce n'était pas les réseaux sociaux, cependant. Mais ils ont également arrêté en France Pavel Durov de Telegram. Je ne suis pas sûr s'ils ont obtenu un canal de communication par cette arrestation. Mais de toute façon, il y a une volonté de prendre des mesures énormes pour contrôler ce nouvel espace numérique. Et enfin, je pense que nous pouvons peut-être travailler à le rendre moins normalisé, parce que la censure n'était pas aussi normalisée auparavant. Et cela vaut la peine de revenir en arrière.
Je reviens toujours à Alex Jones parce que il a été le premier à être censuré, si vous vous souvenez. Et oui, mais c'est comme ça qu'on le normalise. Personne ne voulait vraiment s'y opposer parce que, vous savez, il est assez odieux. Il traitait les parents des enfants qui ont été massacrés à Sandy Hook d'acteurs payés parce que c'était toute une théorie du complot. Donc c'était en quelque sorte la liberté d'expression à son pire, juste un discours de haine réel. Très, très horrible. C'était comme le cas parfait auquel personne ne s'opposerait. Alors ils l'ont déplaformé, un nouveau mot qui est entré dans le vocabulaire. Et puis les gens ont supposé, eh bien, je suppose que c'était une exception. Mais au lieu de cela, c'était le précédent sur lequel ils allaient construire. Alors gardez à l'esprit qu'ils ont même déplateformé le président des États-Unis lui-même. Donald Trump, alors qu'il était encore président. Était-ce au début de janvier 2021? Alors maintenant, c'est devenu normalisé. Maintenant, nous parlons de oh oui, toutes ces personnes à gauche et à droite qui sont annulées, les plateformes qui sont supprimées, aucune preuve requise. Voyez à quelle vitesse cela s'est normalisé. Parce qu'Alex Jones, ils l'ont supprimé en 2018. Et lentement, cela est devenu cet incrémentalisme. Ils l'ont rendu de plus en plus normal, au point où les gens, pas presque, ils le voient comme moral. Que, eh bien, si vous ne censurez pas, maintenant vous permettez la haine. Donc les gens qui ne permettent pas la haine, ce sont les méchants, ils sont de droite. Et les gens qui font la modération de contenu, ils sont moraux. Donc tout le principe sacré que nous avions de la liberté d'expression, il est jeté par la fenêtre. C'est assez remarquable. Donc je ne sais pas quoi faire. Ne le normalisez pas au moins. Non, ne le normalisez pas et réfléchissez aussi aux moyens de s'en sortir. Je veux dire, il y a plusieurs niveaux, n'est-ce pas? Il y a les lois que nous voudrions en place ou non pour nous protéger au niveau national. Ensuite, il y a les entreprises que nous aimerions voir exister ou non, et la technologie que nous aimerions avoir ou non. Et vous savez, une bonne technologie peut faire beaucoup. Pensez simplement à l'importance de ce site unique, Library Genesis. Pour nous, les universitaires, Library Genesis nous permet de contourner essentiellement ces lois ridicules sur le droit d'auteur des livres, où nous pouvons télécharger des livres en masse. Et c'est vraiment, vraiment important pour le monde académique, en fait, surtout dans les sciences humaines. Une bonne technologie, même développée par un petit groupe, peut avoir un impact considérable. Mais elle doit interagir d'une manière ou d'une autre avec l'environnement mondial dans lequel nous vivons. Idéalement, nous voudrions que les États s'unissent et concluent un traité ou quelque chose de similaire au niveau de l'ONU sur la liberté d'expression ou la liberté des plateformes et essaient de repousser cet environnement dystopique dans lequel certaines parties de certains États veulent nous entraîner. Mais au moins migrer vers des plateformes qui ne s'engagent pas dans la modération de contenu politique. Tout le monde semble faire un peu de modération de contenu, mais il est important de trouver où ça n'est pas manifestement utilisé à des fins politiques. Je pense que c'est très important. Dans l'ensemble, le principe de la censure doit être rejeté parce que, gardez à l'esprit, elle est toujours présentée, comme je le dis, avec compassion. Ils combattent la haine ou la propagande, mais il est important de prendre une position de principe. Je n'ai pas seulement des problèmes avec les plateformes numériques, mais même lorsque j'écris des articles. Je les publie sur mon Substack, qui est le mien. Mais chaque fois que je suis contacté par un média, qu'il soit brésilien, irlandais ou russe, ils disent « Pouvons-nous en prendre un ?» Je dis oui, bien sûr. Vous n'avez pas besoin de demander ma permission. Vous pouvez simplement prendre une copie de tout ce que vous voulez et le publier, le republier. Je ne prends pas de frais ni rien. Prenez simplement ce que vous voulez.
et ils le font. Et puis je suis contacté par le journaliste vertueux de mon pays, qui me dira alors, « Eh bien, comment pouvez-vous le faire publier dans RT? C'est de la propagande russe. Les Américains nous l'ont dit. Maintenant, vous participez. » Mais je ne comprends pas la logique. Je le publie dans mon Substack. Ils n'ont même pas besoin de me demander. Ils le publient dans les médias russes. Et maintenant, soudainement, magiquement, c'est devenu de la propagande. Je ne pense pas que ces gens sachent ce que signifie réellement la propagande. Comment elle est devenue magiquement de la propagande dans ce processus. Donc je ne veux pas m'excuser pour cela, parce qu'ils essayent de me faire expliquer pourquoi je ne m'engage pas dans l'autocensure. Et je dis, écoutez, je suis assez vieux pour me souvenir quand la censure était une mauvaise chose. Et ils font tout ce qu'ils peuvent pour justifier moralement la censure. Mais je dis simplement non, ça ne m'intéresse pas. Je ne fais pas partie de ça. Bien sûr, s'il y a une loi, je dois me conformer à la loi. Mais à moins qu'il n'y ait une loi qui m'y oblige, je ne vais pas jouer le jeu et je ne vais pas m'engager dans une autocensure volontaire. Donc je pense que cela cause beaucoup de problèmes. Vous savez, si vous cherchez mon nom sur Google, du moins dans mon propre pays, ils m'ont transformé en propagandiste russe et aucun journaliste norvégien ne veut m'approcher pour quoi que ce soit. Mais ça va. Au moins vous savez, vous devriez pouvoir défendre quelque chose. Je pense que la censure va vraiment, nous allons beaucoup le regretter. Nous le sommes. Et vous savez, si nos chaînes et cette communauté que nous construisons prouvent une chose, c'est qu'il y a suffisamment de personnes qui voient à travers les mensonges. Et en fait, vous savez, les gens sont intelligents. Beaucoup de gens sont assez intelligents et sont vraiment capables de discerner les niveaux, etc. et de penser de manière critique. Et ils rejetteront certaines des choses que vous dites parce qu'ils ne sont pas d'accord, ce qui est bien. Et puis, ils seront d'accord avec d'autres parties, ce qui est exactement ce que nous devrions faire. Nous sommes des adultes. Nous pouvons réellement gérer l'information. Alors, Glenn, je suis vraiment très heureux que tu sois de retour sur YouTube, parce que c'est une lueur d'espoir que le monde n'est peut-être pas aussi sombre qu'on le pense. Peut-être que c'est une erreur, et comme d'autres aussi, peut-être que c'est un bug sur YouTube. Espérons que c'est le cas, car j'aimerais vraiment voir une société ouverte s'épanouir davantage pour que nous puissions avoir ces conversations. Merci beaucoup pour ton temps aujourd'hui. Et je te reverrai ici. Et je te verrai sur ta chaîne, Glenn Dizaine, sur YouTube. Y a-t-il d'autres endroits où tu veux que les gens aillent? Oh, j'en ai trop. Non, je pense que je suis sur Spotify. Substack est mon principal maintenant, en fait, parce que je me lance un peu plus dans l'écriture d'articles. Mais sinon, je suis sur BitChute, Rumble, X. Oui, donc j'en ai beaucoup. Je suis aussi sur Bilibili, la plateforme chinoise, et YouTube, la russe. Mais mes principaux sont maintenant Substack et Rumble. Vous trouverez toujours mon contenu là-bas. Donc ce seront les principaux. Désolé, X, Rumble et Substack. Alors oui, s'il vous plaît, suivez-moi. Et oui, ne normalisez pas la censure. Des mots merveilleux. Glenn Dizaine. Nous en parlerons bientôt. Merci. Thank you, Pascal. Si vous appréciez Lasny Traduction, veuillez envisager de nous soutenir sur Patreon. Le lien est dans la description. Merci beaucoup.